Esta es la segunda mesa de nuestras jornadas. Tengo el gran gusto de presentarles en esta mesa a Patrick Landman, a Roland Chemama, Dani Norgus y José Eduardo Tappan. Los conocen a todos, me imagino, pero hay uno de ellos que es mi colega José Eduardo Tappan, que viene de México y que nos tiene muy contentas de poderle dar la bienvenida en estas jornadas de la Fundación Europea para el Psicoanálisis. Je vais vous dire qu'on est là pour notre 12e table. Vous connaissez les collègues Patrick Landman, Roland Chemama, Dani Norgus. Et puis on a José Eduardo Tappan, qui est un collègue mexicain qui est là et qu'on est très contente de son intervention parce que c'est la première fois qu'il est là dans la Fondation Européenne pour la Psychanalyse en intervenant, donc on est content pour ça. Donc vamos a empezar nuestra mesa y entonces le doy la palabra a José Eduardo Tappan, que va a hablar de un fin de análisis o varios. On va commencer notre première table avec José Eduardo Tappan, qui va parler sur un fin d'analyse ou plusieurs. Quiero agradecer a Cristina, Lola de Lapsus de Toledo, a todos los compañeros aquí de la Fundación Europea. Y bueno, voy a hablar de un fin de análisis o varios. Son muchos los planos que deben ser concertados para poder dar cuenta de lo que significa el fin de análisis. Pero esencialmente lo pensamos en tiempos lógicos, como el momento de concluir. Por ello, es indispensable que un trabajo de análisis no permanezca en el furor analizandis, ya que se encuentra mucho más del lado del goce y del regodeo masoquista y narcisista que propiamente de una cura analítica. El tiempo de concluir es consecuencia de llegar a un fin. De lo contrario, un conjunto de operaciones de seguir adelante redundarían en ese infinito círculo hermenéutico. Finalizar como cuando se redacta el capítulo de conclusiones que cierra el libro, en el sentido de que esa apuesta narrativa, poética o ensayística podría seguir adelante desarrollando cualquiera de los temas propuestos, pero el autor considera que ese esfuerzo debe llegar a un fin y que quizá en otro momento continuará con otro libro. Las conclusiones implican una distancia frente al texto que permite ver qué fue aquello esencial de cada capítulo. Concluir implica cerrar con un proceso analítico. No se trata de una epifanía de la existencia, no es el Buda en el sentido de iluminación del completo despertar. Es por eso que hablar de un fin de análisis es absurdo si no pensamos primero en cuáles son los propósitos o fines de hacer un análisis. Lo que también parece claro es que el fin de análisis no es una consecuencia en términos de temporalidad cronológica, en un tiempo lineal que permita obtener una salud mental. No es una meta que deba ser alcanzada. No es el desenlace de la historia, ni se trata de un rito de paso o iniciático que permita a la persona encontrarse en otro nivel. Esa es una idea esencialmente imaginaria, atrapada a los ideales humanistas. ¿Qué persigue un análisis? En primer lugar, diríamos que quebrantar el orden y el papel imaginario que tiene la persona que asiste a un análisis con su novela familiar, en la que por lo general son almas bellas, víctimas de las circunstancias. Se busca un cambio de posición subjetiva que se produce como consecuencia de la organización de aquellos elementos y mecanismos que constituyen la psique de una persona. Se trata de que pueda estar de mejor manera en el mundo, para que vea su responsabilidad subjetiva en los distintos momentos de su vida y la ganancia secundaria que ha obtenido de sus síntomas y malestares. Promover que pueda colocarse de otro modo frente a las circunstancias que han constituido su vida.
no como un ser anónimo más, un miembro de la masa que actúa de manera automática, abandonando el plano del uno heideggeriano, das Man, como inauténtico, indefinido, como un desconocimiento de su deseo. El proceso analítico tiene que ser entendido en términos de ser realista buscando lo imposible. Que el analizado tiene que ser paciente a su propia compulsión a la repetición. De las insistencias del síntoma y del goce, en oposición a Wittgenstein, que proponía de lo que no se puede hablar es mejor callarse, consejo que siguen el filósofo y el místico. En el espacio analítico la invitación es hable, incluso de lo que no puede hablar. Se trata de tomar la vida como obra de arte, dejar de banalizar y de catastrofizarla. Que el analizante dé cuenta de su condición mortal, por lo que su tiempo es finito y su responsabilidad es vivir en dirección que le señala su deseo. Todo aquello que lo aparta de esa responsabilidad implica ser deshonesto con uno mismo. La ética que se produce en el análisis tiene que ver exactamente con hacerse cargo de ese deseo, actuar en consecuencia. Ética que no se encuentra regulado por los parámetros de la moral. Se trata que el dolor o los miedos no sean entendidos simplemente como productos entrópicos de su existencia, que es importante realizar los trámites pertinentes, hacer acuse de recibo de las causas de ese dolor y esos miedos, enfrentarlos, tramitarlos, actuar al despedirnos de ellos. Sabemos que el psicoanálisis no es un espacio únicamente para analizar, para hablar. Ambas operaciones son necesarias, pero no suficientes. Deben estar dirigidas por la dirección de la cura. Evidentemente, cura en este sentido, no es un asunto que competa a las esferas de la salud o de la salubridad. No es ese el sentido médico el que tiene para el psicoanálisis. Se trata de una curaduría, como cuando colocamos los cuadros de una exposición de pintura. Se trata de una intervención sobre las relaciones entre los elementos que constituyen el conjunto de la obra. La obra será distribuida de diferentes maneras, dependiendo de los criterios del curador, ya que el todo es consecuencia de las relaciones que se establecen entre las partes, no la suma de estas. Como consecuencia de este reordenamiento, encontrará aquella curaduría que refleje la verdad de su deseo, lo que conduce a concluir. Se trata de encontrar para no seguir buscando. Se puede seguir buscando hasta el infinito sin encontrar, sin hallar un final. En el análisis se produce una mostración de esa dimensión estructural en la que se soporta y determina nuestras percepciones, pensamientos, conductas, decisiones. Genera las condiciones y posibilidades de tomar distancia subjetiva frente a nosotros mismos y alcanzar a comprender el plano de tragedia en que se despliega nuestra existencia. Ese hado estructural que nos determina, que lleva a que nuestra libertad se encuentre acotada. Es por lo que debemos hacer visible los mecanismos que nos determinan de manera inconsciente, hasta lograr una anagnórisis, es decir, ver el lugar que tenemos en nuestra tragedia y qué es todo aquello que hemos hecho o dejado de hacer para estar exactamente en donde nos encontramos. Se trata de descubrir los complejos sistemas de causalidades y determinaciones subjetivas para no seguir mintiéndonos y salir de las causalidades que nos hacen sentir almas bellas, víctimas de conspiraciones laborales, familiares, conyugales, etc. Uno de los propósitos del trabajo analítico es el de develar la manera en que tejemos las trampas en las que caemos y la forma en que nos regodeamos gozosos en ellas. La libertad estriba entonces en determinar algunas de las formas y reglas de nuestro propio sometimiento al deseo. Hay algunos analistas que hablan en nombre de Lacan
y que proponen que el fin de análisis tiene que ver con el atravesamiento del fantasma-fantasía. Esto es una tarea imposible por cualquier ángulo que se le mire. El proceso analítico se despliega en diferentes planos. Uno de ellos tiene que ver directamente con la manera en que nos relacionamos con los objetos, con el mundo, con nosotros mismos. Se trata de poder inferir y, en su caso, deducir la lógica que opera en lo que constituye la fórmula del fantasma-fantasía. Desplegarla a partir de su travesía, develar lo que forma esencialmente las matrices de la lógica simbólica que constituyen que constituyen y determinan nuestras relaciones. Se trata de advertir lo que Calderón de la Barca anunciaba en su obra barroca La vida es sueño, presentada en 1635. El tema central de la obra es la manera en que las fantasías, sueños o engaños determinan lo que somos y configuran nuestra vida sin saberlo. Por ello, el conocer estos mecanismos permite salir de alguna manera de las trampas que han sido nuestra vida. Se trata de una larga travesía por las fantasías ahora opacadas para hacerlas visibles. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño, mandando, disponiendo y gobernando. Sueña el rico en su riqueza, sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Muy bueno. Era lacaniano. Desde luego, no se trata de un sueño al que le siga un despertar. Se trata de un vivir soñando, entendiendo las trampas y los precios en goce que presentan esas fantasías, esas fantasmagorías que constituyen lo que somos. El despertar estaría en el territorio de la desubjetivación, de la psicosis. En el sentido, diríamos con Goya, para aquel que busca salir de las fantasías, intentar despertar los sueños de la razón producen monstruos. Esa condición es estar fuera de la metáfora, atrapados en el código, en la razón. No se trata, por lo tanto, de un atravesamiento de la fantasía o del fantasma. Eso no es posible. Simplemente de ver la arquitectura y los planos de las fantasías que hemos construido a nuestro alrededor, que pensemos lo que nos define. Intentar descubrir lo que verdaderamente somos es imposible. Se trata de una alienación irreversible, ya que es constitucional, en el que somos a partir del deseo de otros. La travesía por las fantasías permite navegar por el cauce de los ideales, de las idealizaciones, con lo que se busca pasar de la impotencia a la imposibilidad. La impotencia del yo no puedo, de la neurosis, que es empujado por el superyo siempre al goce de lo imposible, pasar al no se puede de la castración, al límite y causa de la estructura. El deseo tiene límites, el goce no. Por ello, el deseo se encuentra delimitado, hay un sentido de imposibilidad estructural y sobrepasarlo sin que se transforme en goce. En tanto momento de concluir es también la consecuencia de la exploración de la estructura, siempre a partir de las consecuencias de sus manifestaciones, de sus representaciones, de los síntomas. Lacan propone la idea de un deseo advertido, es decir, que una persona no necesariamente se sorprende sobre en qué encuentra articulado su deseo. Con lo que alguien descubre que le gusta la música del periodo barroco, puede suponer que aunque no haya escuchado a Scarlatti, existirán altas probabilidades de que le guste. El análisis tiene un origen, una apertura, un juego medio y un final, un tiempo para mirada, un tiempo para considerar y un tiempo para concluir.
Sin embargo, cada fin de análisis, como en el ajedrez, depende de la manera en que se ha posicionado el analizante en su propio análisis, caso por caso. Cada sesión va determinando y condicionando a la sesión siguiente, como en una partida de ajedrez. Existen varios planos intercalados, transcurren en el tiempo lógico y cronológico, en el que el analizante descubre la responsabilidad subjetiva que tiene en cada una de las decisiones que ha tomado, pero también es responsable de sus síntomas, inhibiciones o malestares que lo acompañan en su vida. No todos los mecanismos o planos de la subjetividad pueden ser analizados. Algunos son inferidos, develados, supuestos, construidos, etc. Por ello, los caminos que se abren en los distintos procesos analíticos van tomando cauces diferentes, caso por caso. ¿Todos los que terminan un análisis están obligados a revisar todos los planos de su existencia? Lacan nos advierte del no todo, de que no todo es reversible, de que no todos los síntomas serán resueltos. En ocasiones habrá quien pueda sorfearlos, otros los convertirán en inspiración de su arte. Cada sujeto se sujeta de manera particular al lenguaje. Cada uno es una huella digital distinta a las demás, con un recorrido y una historia que posiciona y determina al sujeto de forma distinta. Por lo que cada manera de concluir cabe en un espectro amplio. No se trata de un fin de análisis, sino de varios tipos y formas, cada uno haciéndose cargo de los cambios en la posición subjetiva. Por ello no puede pensarse en un fin de análisis, no es un único procedimiento que desemboca de una forma unificada de finalizar con un análisis. Muchas gracias. Es el turno de Dani Norbus, que va a hablar de encontrarse el saber, el final de análisis como el análisis del final. C'est le moment de Dani Norbus qui va à parler en rencontrant le gai savoir, la fin de l'analyse como l'analyse de la fin. Antes de pasar el micrófono a Dani, les quiero comentar lo que me decía Roland Chemama hace un momentito sobre lo de las traducciones, que es lo que yo les decía al principio de las jornadas. Las traducciones han estado hechas por traductores profesionales que no saben nuestro vocabulario lacaniano. Entonces, tener un poquito de tolerancia con las traducciones, porque eso ha sido lo que cada quien ha podido mandar como traducción. Ya saben que cada colega hizo su traducción y la envió. Je vais vous dire que tout à l'heure, on avait parlé avec Roland Chemama à propos de ce que j'ai parlé au début de l'introduction de ces journées, que la traduction qu'on a, c'est des traductions de traducteurs professionnels, mais pas de lacanian. Donc, le vocabulaire, c'est pas très bien. Il faut être tolérant, s'il vous plaît. Merci. Merci. J'avais l'intention de présenter en espagnol, mais comme Christina n'a pas réussi à distribuer la traduction française, je vais présenter en français, qui n'est pas ma langue maternelle non plus. Alors je vous demande pardon 2 fois, en double boucle, parce que peut-être, comme on dit en anglais, mon français peut être un peu wobbly, un peu risky or rusty. Bon, tout au long de ses écrits et séminaires, Lacan a introduit plusieurs notions pour rendre compte de la fin de l'analyse, qu'il utilise non seulement pour expliquer la terminaison ou la conclusion de la cure psychanalytique, mais aussi son but, son objectif et sa direction. Ainsi, par exemple, au début des années 1950, Lacan parle, à propos du sujet en analyse, d'une, je cite, complète réintégration de son histoire, d'une réintégration symbolique du désir, d'une désignation et reconnaissance du désir, ou encore d'un crépuscule, d'un déclin imaginaire du monde. C'est le séminaire sur les écrits techniques de Freud.
Plus tard, en juin 1964, vers la fin du séminaire 11, Lacan suggère que la fin de l'analyse est effectivement atteinte quand le sujet de l'analysant, je cite, a traversé le fantasme fondamental. Après une perlaboration au sens freudien de Durcharbeitung, mettant en jeu les connexions complexes entre la demande, l'identification et le désir. Malgré le fait que la notion d'une traversée du fantasme constitue un apax dans l'œuvre de Lacan, je crois que ça apparaît une seule fois. Ah oui, c'est vrai. Dit-on. C'est un apax dans l'œuvre de Lacan. Celle-ci, cette notion, est devenue, dans la tradition lacanienne, une définition tellement répandue de la fin de l'analyse qu'elle a presque fini par éclipser bien d'autres points de vue sur la question. D'autres points de vue que Lacan a développés durant les années 1960 et 1970, tels que la destitution subjective de l'analysant, qui coïnciderait avec un désêtre de l'analyste, mais aussi la notion d'une identification de l'analysant avec son symptôme, qui apparaît dans le séminaire L'insuccès de l'unbivus, c'est l'amour. Si fermement établie et bien comprise que ces notions puissent paraître, à mon avis, un autre principe, un principe bien cohérent concernant la fin de l'analyse dans l'œuvre de Lacan, et un principe demeurant rarement reconnu comme tel, est celui du signifiant de l'autre barré. Ce principe du signifiant de l'autre barré apparaît à la jonction la plus avancée du célèbre graphe lacanien du circuit du désir, où il peut être appliqué cliniquement tout autant que théoriquement, éthiquement et même épistémologiquement. Le seul problème, bien sûr, que pose ce concept lacanien du signifiant de l'autre barré est qu'il ne soit pas si facile d'accès, qu'il semble, même pour Lacan, échapper à toute définition rigoureuse et qu'il résiste à révéler sa véritable signification. Mais bien voilà, on peut dire que la difficulté de rendre compte du sens du signifiant de l'autre barré semble exprimer précisément ce que le terme lui-même est censé de transmettre. Le signifiant de l'autre barré est la représentation symbolique d'un manque dans l'ordre symbolique. Il constitue, au moyen d'une notation algébrique, le signifiant, ou mieux, comme dit Lacan, le trait de ce qui n'existe pas en tant qu'entité complète, notamment le point où l'autre atteint sa limite, où la puissance de l'autre s'épuise. Autrement dit, le signifiant de l'autre barré décrit le non représentable et le moment précis où le savoir devient nouvelle ignorance. Le haut degré d'abstraction auquel nous nous trouvons confrontés ici, je crois, n'empêche nullement, bien au contraire, de se représenter la fin de l'analyse. En effet, l'accent mis sur le savoir permet de développer peut-être une perspective structurale et non pragmatique quant à la pratique et la théorie, quant aux applications et l'avenir de la psychanalyse. Pour me restreindre à la pratique clinique de la psychanalyse, je crois que le concept du signifiant de l'autre barré implique que la fin de l'analyse, sa résolution et son but, ne peut être équivalent qu'à l'analyse de la fin. L'analyse de la fin. Une extrémité définie ici comme l'incomplétude structurelle de l'ordre symbolique. L'absence du signifiant maître, ou le moment où ce qui signifie devient non-sens. Je crois que ce n'est pas par hasard qu'à cet égard, lorsque Lacan a construit son discours de l'analyste dans son séminaire 17 sur l'envers de la psychanalyse, qu'il mette le S1, le signifiant maître, à l'endroit de la production, où celui-ci fonctionne davantage comme une perte que comme un gain. En effet, la production d'une psychanalyse peut ici être comprise non comme l'émergence, mais plutôt comme la disparition d'un signifiant maître.
un signifiant auquel il est interdit d'entrer dans un nouveau cycle de savoir. Ou encore, si vous voulez, comme la substitution du signifiant de l'autre barré au phallus symbolique, dans la mesure où le phallus est, je cite Lacan, où le phallus est ce qui se pose à la place du signifiant manquant d'un ordre symbolique. Donc, la fin de l'analyse comme analyse de la fin coïnciderait avec ce que j'appelais une certaine déphallicisation du symbolique. Une déphallicisation du symbolique. Cependant, pour que cette analyse de la fin ait bien lieu, il ne suffit pas que le signifiant de l'autre barré apparaisse dans le discours de l'analysant comme une représentation symbolique de la non-représentativité une seule fois. Voilà. On arrive la double boucle. L'analyse du signifiant de l'autre barré exige que ce signifiant soit lui-même remis en question, qu'il soit lui-même exploré et examiné, avec pour objectif que celui-ci soit finalement assimilé comme une caractéristique inévitable de la condition humaine. La différence entre ces deux processus peut se lire, à mon avis, sur le graphe du désir de Lacan, qui montre que le signifiant de l'autre barré peut effectivement être approché par deux trajectoires séparées. Je ne peux pas projeter le graphe du désir, mais la première trajectoire, première boucle, va du désir au fantasme, le signifiant de l'autre barré, à la pulsion, pour retourner au fantasme. Et dans ce cas, il n'y aurait qu'une occurrence unique, momentanée du signifiant de l'autre barré, avant qu'il soit de nouveau repris dans la structure fantasmatique. En revanche, la double boucle, la deuxième trajectoire, va du désir au fantasme, au signifiant de l'autre barré, à la pulsion, pour se retourner vers le signifiant de l'autre barré, avant de redescendre vers le fantasme. Cette double apparition du signifiant de l'autre barré, qui est prise ici dans un processus de réinvention rétroactif, le Nachträglich dans l'œuvre de Freud, implique, à mon avis, que le sens du savoir de l'ignorance même finit par s'éclipser, que le sens du savoir de l'ignorance même finit par s'éclipser. Ainsi, la fin de l'analyse comme analyse de la fin se caractérise par l'apparition d'un manque dans le savoir de l'ignorance même, ce qui implique que l'ignorance ne pourra ni ne sera jamais annulée. Bien sûr, à partir de cette perspective d'un savoir de l'ignorance ou savoir comme ignorance, il faut aussi reconsidérer la fin de l'analyse comme corps théorique, comme corps de savoir. Et ce que je propose ici, et que nous, en tant que praticiens de la psychanalyse, nous profitons de la fin de l'analyse en tant qu'analyse de la fin pour réinventer et remettre en question nos propres limites ainsi que notre doctrine, pour renouveler les arêtes de notre savoir, pourvu que le savoir théorique qui sous-tend notre pratique clinique puisse se transformer dans un nouveau Gai-Saber, dans un nouveau gai-savoir. Comme vous savez, historiquement, le Gai-Saber fait référence à la constitution ludique et innovante de la poésie lyrique des troubadours médiévaux, avec ses recours délibérés aux ambiguïtés sémantiques et une création en boucle d'incohérence interne au regard du maître et de la rime. Son utilisation ne se suit pas des paradoxes apparents, rendant ainsi toute interprétation littérale ou pratique impossible, et donc vraiment absurde. Un véritable troubadour était quelqu'un qui méprisait le sérieux du formalisme, quelqu'un qui, dès qu'il se mettait à l'œuvre, ne se conformait pas aux pratiques acceptées ou aux modèles standards, ni dans le cadre symbolique du langage, ni au sein des règles d'engagement qui régissaient l'interaction humaine en général. Tout comme les troubadours qui glorifiaient la création d'un gai savoir comme divertissant en termes de savoir poétique fluide et créatif,
dans son emploi humoristique de paradoxes et de contradictions, je crois que Lacan disait une psychanalyse amusante. Je crois que Lacan, tout au long de sa carrière, a pris la peine de s'assurer que le savoir qu'il produisait restait malléable. Que ce soit à travers les œuvres de Rabelais ou à travers les remarquables bigarrures d'Étienne Taboureau, le Seigneur des accords, ou encore dans les œuvres de James Joyce, je crois que pour Lacan, la langue et le savoir sont censés être aussi plastiques qu'une bande de Möbius, qu'une bouteille de Klein ou qu'un cross-cap. De cette façon, comme sa formule du discours de l'analyste l'indique, le savoir est tenu, bien sûr, pour fonctionner à la place de la vérité. Mais cela ne signifie pas que le savoir psychanalytique tel qu'il s'est employé par l'analyste dans sa pratique clinique représente la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Mais peut-être paradoxalement que le savoir psychanalytique en action ne devrait pas être trop sérieux, trop incontestable, ou trop austère, de telle sorte qu'il puisse évoquer la vérité. Un peu comme le bouffon de la cour médiévale qui dirait toujours la vérité sans jamais réellement l'exprimer. De la même façon, quand Lacan affirme dans Télévision que la fin, l'objectif du processus psychanalytique est guidé par ce qu'il appelle une éthique du bien-dire, ce qu'il avait à l'esprit n'était pas qu'à la fin de son analyse, l'analysant soit davantage en mesure d'exprimer ses pensées et ses affaires de façon plus sérieuse et plus correcte, mais plutôt que l'analysant ait acquis la capacité de jouer sur les mots, de mettre sa vie en perspective et d'en voir l'humour. Ainsi, dans le discours de l'analyste, la déphallicisation du symbolique dans le travail rétroactif du savoir de l'ignorance chez l'analysant, comme analyse de la fin, correspond-il au gai savoir de l'analyste? Un savoir à la place de la vérité. Le gai savoir n'est donc pas simplement une fantaisie théorique, mais plutôt aussi un principe éthique au cœur même de la pratique psychanalytique. Il pourrait être considéré comme la fin ou l'objectif le plus accompli en psychanalyse, mais aussi comme la meilleure défense possible contre l'extinction, la mort, la destruction de la psychanalyse en général. Ce principe du gai savoir est bien sûr associé à ce que Nicolas de Cuse, qui n'était pas un troubadour, mais un cardinal, désignait en tant que docta ignorantia, l'ignorance sage. Et il rappelle, je crois, également la structure freudienne du Witz, qui, comme tout mot d'esprit, peut être considéré comme une tentative linguistique de déstabiliser un ensemble préétabli d'attentes, entraînant les structures mentales et sociales actuelles dans de surprenantes directions inattendues. Il ne devrait donc pas paraître si étonnant qu'à un moment donné, Lacan même, il définissait l'interprétation psychanalytique aussi comme un Witz. Et en d'autres occasions, il a même suggéré que la procédure de la passe devrait se rapporter au paradigme du Witz, à savoir ce sur quoi repose essentiellement ce que Freud appelait la dritte personne, la troisième, pour justifier la structure de la passe. En conclusion, je crois que le mieux que nous puissions espérer en ce qui concerne la transmission de la psychanalyse, la poursuite de la pratique psychanalytique et la survie de la psychanalyse, est que tous ceux qui y sont impliqués ne se laissent pas prendre au piège de la poursuite d'un savoir absolu et d'une quête de la signification véritable, mais que nous puissions être en mesure, les mots, comme s'ils étaient chantés mélodieusement par un troubadour médiéval. Pour éviter toute terminaison définitive, la fin, le but de l'analyse, mais peut-être c'est utopique, peut-être c'est un idéal, doit se fonder sur une analyse de la fin, sur une analyse de la limitation intrinsèque du savoir, afin de rétablir la psychanalyse sur la base de la sagesse poétique d'un gai savoir. Ceci, je crois, est après tout
n'est autre que ce que Lacan lui-même a tenté avec l'héritage de Freud, quand il l'a cru menacé de disparition dans les années 1950. Il a cru menacé de disparition entre les mains des psychologues du moi. Il ne s'agit donc plus d'une simple question de survie, mais beaucoup plus fondamentalement de prendre suffisamment la fin au sérieux afin de réfléchir aux conditions permettant tout simplement d'être en vie. Je vous remercie. Es el turno de Roland Shemama, que va a hablar. Podemos no idealizar el final de análisis. C'est le tour de M. Roland Shemama, qui va parler plutôt ne pas idéaliser la fin de l'analyse. Merci. Oui, la question de la fin de l'analyse, plus que d'autres questions sans doute, nous confronte à une forme de résistance que nous pourrions croire facile de dépasser, mais qui insiste cependant, au moins sous une forme paradoxale. Il s'agit, c'est ça cette résistance, de notre propension à maintenir, à défaut de l'idéalisation de valeurs morales ou de figures magnifiées, une autre idéalisation, celle de la cure elle-même, dans ses principes, ses effets, ses résultats. Il suffit de penser à ce qu'écrit Freud dans Analyse finie et Analyse infinie, je cite, « La relation analytique est fondée sur l'amour de la vérité, c'est-à-dire sur la reconnaissance de la réalité, et elle exclut tout faux semblant et tout leurre. » C'est une pétition de principe, hein, et on peut se demander si elle ne détourne pas précisément de l'analyse exacte de ce qui se joue dans le transfert. Lacan fut sans doute l'analyste qui fit le plus pour nous apprendre à renoncer à nos idéalisations. Pour lui, la vérité ne se présente pas dans une opposition au semblant, hein, qu'on trouve chez Freud, puisque le semblant, pour Lacan, est nécessairement lié à la prise du signifiant sur le sujet, et c'est sans doute cela qui nous fait parler de la vérité comme mi-dire. Quant à la fin de la cure, Lacan ne la centra jamais sur l'exaltation de ce qu'il en serait, pour le sujet en analyse, d'un accord enfin trouvé avec ce qui constituerait la vérité de son être. Pour anticiper sur ce que je vais avoir à dire, comment idéaliserait-on la fin de la cure si ce qui reste au terme du processus relève d'une dimension objectale, c'est en tout cas la thèse de Lacan. Comment donc idéaliserait-on cela, même si l'objet dont il s'agit n'est pas nécessairement l'objet partiel freudien? Pourtant, malgré tout ce qui va chez Lacan dans un sens contraire à l'idéalisation, on ne peut pas nier que son désir d'en savoir un peu plus sur la fin de la cure conduisit paradoxalement beaucoup de ses élèves à porter plus d'attention à ce qu'il en serait d'une fin idéale qu'aux formes réelles dans lesquelles les cures se terminent. Les divers jurys de la passe, au-delà de l'école freudienne, les divers jurys de la passe mis en place dans les associations lacaniennes, ne surent pas toujours éviter d'entendre des témoignages des passeurs à partir de l'image idéale qu'ils se faisaient de la fin de la cure. C'est du moins, me semble-t-il, la conclusion à laquelle on arrive à entendre les récits qui purent en être faits, et j'en ai entendu quelques-uns. Il est donc nécessaire aujourd'hui de tenter de reprendre ces questions sans trop de préjugés. Même lorsque nous continuons à nous référer à Lacan, nous avons sans doute la possibilité de confronter à nos expériences d'analystes non pas un état figé et idéalisé de sa doctrine, mais son questionnement plutôt, le questionnement de Lacan toujours recommencé. On pourrait multiplier les références de Lacan à ce qui, selon lui, pourrait constituer une fin de la cure. Je ne vais pas le faire, j'avais prévu une liste très courte, et il y a eu une liste plus longue donnée par Denis Robus. Hein, mais
il y en a plusieurs, de l'introduction du sujet au langage son désir, à l'assomption de l'être pour la mort. Mais, ça serait bien mieux. Mais, à vrai dire, c'est l'ensemble de la théorie psychanalytique que l'idée de fin interroge. Ne prenons d'ailleurs pas fin au sens seulement de terminaison, même si le terme de finalité peut gêner, dès lors que rien n'exige que celle-ci reste identique dans toute cure, on évite difficilement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on évite difficilement de penser que des objectifs voisins peuvent être recherchés lorsqu'une personne entre en analyse. Enfin, pourrait-on imaginer que la fin n'a aucun effet sur les moyens? Si par exemple, au terme du processus, le sujet est censé avoir changé son rapport au savoir, la cure elle-même pourrait-elle procéder, comme le font bien les psychothérapies, par des explications théoriques qui ne seraient qu'endoctrinement? Je noterai en passage qu'il y a relativement au savoir un paradoxe qu'il faudrait tout de même examiner. Nous ne cessons pas de répéter que l'essentiel dans la formation des psychanalystes n'est pas l'acquisition d'un savoir théorique, acquisition relevant d'un enseignement, mais la traversée personnelle de l'expérience analytique qui confronte plutôt au savoir inconscient comme troué, impossible à totaliser et à maîtriser. Mais que dire alors de cette malheureuse tendance des analystes, y compris de moi-même, je ne l'accepte pas? Que dire de cette tendance à faire comme si les textes de Freud et de Lacan recélaient un savoir positif qui en droit devrait venir répondre à toutes nos questions? Est-ce que ce rapport, je dirais scolaire, à la doctrine ne risque pas, que nous le voulions ou non, de se répercuter dans la façon dont nous conduisons les cures, et donc de se répercuter sur le point où l'analysant viendra par rapport au savoir? Ce serait bien un cas où l'idéal que nous formons est plutôt contredit par notre pratique réelle. Alors peut-être estimerez-vous que j'aurais dû, en m'engageant dans le sujet que je traite, dire ce que j'entends par idéalisation, traiter de ce qu'on peut en tant qu'analyste appeler idéalisation. Il ne s'agit d'ailleurs pas de s'attarder sur ce que peut être l'idéalisation dans des sphères différentes de la nôtre. La nôtre donne déjà des indications très claires. Tout analyste, même débutant, se trouve confronté, lorsqu'il commence à écouter un analysant, aux tentatives plus ou moins conscientes de celui-ci de donner de lui-même une image satisfaisante. Le moi, à cet égard, se présente d'emblée comme moi idéal, héritier du narcissisme infantile. L'idéal est d'emblée là. L'analysant met en avant, dans la relation analytique elle-même, l'identification idéalisée à laquelle le sujet n'a cessé de s'accrocher dans sa relation à ses partenaires. C'est même ce type de relation où il s'agit pour chacun de se mirer dans le miroir de l'autre et qui organise aussi notre propension à la rivalité, qui pour nous définit au mieux la dimension de l'imaginaire. Et je ne m'étendrai pas sur le fait que Lacan a pu, durant un temps, lier la fin de l'analyse à ce qui serait au moins le repérage par le sujet de sa place dans ce jeu de miroir. Une des premières approches. Nous aurions aussi d'ailleurs à situer au-delà du moi idéal, l'idéal du moi, comme instance symbolique, mais l'idéal du moi qui comporte pour le sujet une identification de signifiant, l'introjection, notamment des insignes du Père, ne contredit pas vraiment aux aliénations et illusions du moi. On peut se dire simplement que c'est aussi pour se rendre aimable au regard de l'idéal du moi que le sujet constitue son moi idéal. Je vais accélérer un petit peu. La cure analytique rompt avec ses idéalisations. Mais comment? N'est-il pas concevable que si le sujet, au terme du processus,
ne s'identifie plus à une instance idéalisée, il puisse à l'inverse reconnaître que tout ce qui peut le définir dans son être, c'est inversement la dimension pulsionnelle. Pour le dire en termes lacaniens, ce à quoi il se réduirait, c'est non pas quelque image idéale de soi, mais, selon Lacan, pas forcément selon Gérard, il se réduirait à l'objet petit a, puisqu'aussi bien c'est celui-ci qui cause son désir. Mais alors s'identifie-t-il à l'objet? Si je dis les choses comme cela, ce qui n'est pas ma façon de dire usuelle, c'est que cela va me permettre de passer à présent, pour avancer dans la question qui m'occupe, par une discussion de ce qu'avait dit lors d'une table ronde sur la traversée du fantasme à Madrid, Gérard Pommier. Gérard Pommier amène depuis quelque temps des thèses fortes dont la nouveauté n'est pas toujours perçue, alors même qu'elles rompent de façon nette avec une certaine doxa lacanienne. Je ne suis d'ailleurs pas fondamentalement attaché à ce qu'on répète indéfiniment les énoncés lacaniens. Mais justement, lorsque l'un de nous cesse de le faire, et lorsque ces développements ont la cohérence que sait leur donner Gérard, il me semble que ne pas discuter son travail, ce serait ne pas le reconnaître. Donc, je vais essayer de discuter rapidement, quelques minutes, au point de me centrer plus que j'imaginais au départ sur son apport. Gérard nous disait lors de cette table ronde, et on peut retrouver cela sur le site de l'Apsus de Tolède, mais aussi dans le numéro 26 de la clinique lacanienne, que Lacan n'avait employé qu'une fois l'expression « traversée du fantasme », on l'a ensuite rappelé. L'Apax. Et qu'on ne pouvait d'ailleurs donner naissance à cette formule que si le sujet, au terme de la cure, s'identifiait à l'objet. Mais l'identification à l'objet n'est autre, disait Gérard, qu'un rêve de névrosé, le rêve du sujet de se défausser de son désir. Or, c'est précisément toujours, ajoutait-il, un sujet qui rêve d'être objet, comme il peut rêver en même temps de mettre fin au refoulement de la pulsion. Et Gérard allait même assez loin, puisqu'il disait que l'objet, ce n'est rien que le sujet lui-même, qui veut s'échapper en s'objectivant. L'objet, c'est le sujet qui veut s'échapper en s'objectivant, en devenant objet. En devenant objet, il s'échappe. Je ne suis pas sûr d'être d'accord avec tout cela, mais peut-être est-ce un simple malentendu qui pourrait être levé en discutant du terme d'identification. Gérard Pommier discute ici, me semble-t-il, les textes de Lacan sur la fin de l'analyse, il nous a rappelé d'ailleurs aujourd'hui, il discute les textes de Lacan sur la fin de l'analyse contemporain de la mise en place du dispositif sur la passe. Dans ces textes, Lacan pense la fin de l'analyse comme le moment où le sujet perçoit quel objet il a été pour l'autre. Mais est-ce que ça veut dire qu'à cet objet il s'identifie? Tout d'abord, il faut relever que la cure ne permet jamais que de s'approcher de cette dimension objectale, qui, j'en suis d'accord avec Gérard, reste fondamentalement refoulée, au moins dans les cas de névrose. De plus, si le sujet en perçoit tout de même quelque chose, et certains rêves de fin d'analyse, par exemple, l'attestent, on parlera plutôt, au terme du processus, d'une chute de l'objet. L'objet est un peu plus reconnu dans le poids qu'il a eu dans l'existence, et le désir du sujet peut désormais y être un peu moins pris. Il me semble que c'est ça le sens de ce que Lacan tentait de dire. C'est-à-dire qu'on reconnaît la place qu'il avait, mais que l'objet choix par lui-même. En ce sens, on pourrait dire que la cure permet au sujet, comme le dit d'une certaine façon Gérard, de renoncer à en finir avec sa subjectivité. Seulement, ce qu'il faudrait alors souligner, c'est qu'une telle définition impliquerait précisément qu'il est, lui, le sujet, qu'il est ou a été, tout d'abord, dans un tout autre rapport à l'objet. Est-ce qu'on dira que c'est seulement au niveau du fantasme? Mais c'est le fantasme qui constitue notre réalité. Disons-le autrement.
Gérard Pommier fait valoir que c'est seulement dans son rêve que le sujet s'identifie à une merde. C'est exact. À l'exception sans doute du mélancolique, qui peut se transformer en déchet, par exemple en se jetant par la fenêtre. Mais même hors de ce cas extrême, qui pourrait nier que dans notre rapport à l'autre, nous nous trouvons ordinairement en position d'objet, à moins de prendre l'autre pour objet? Ne sommes-nous pas fondamentalement des êtres regardés, des êtres qui ne cessent de ressentir le poids d'un regard facilement assimilé à un jugement, à une condamnation? L'autre, c'est cet objet regard à quoi nous sommes confrontés. On peut d'ailleurs estimer que quand la cure conduit à relâcher un peu la dépendance où nous sommes de ce regard, ce n'est déjà pas si mal. Vous voyez que je ne soutiens pas que la cure est identification à l'objet, ni d'ailleurs qu'elle puisse nous soulager entièrement d'une identification à l'objet. Il faut sans doute parler ici seulement d'une modification du rapport à l'objet qui sera sans doute différente, plus ou moins étendue, en fonction de déterminations individuelles. Et cela, ça confirme qu'il vaut mieux renoncer ici à toute idéalisation des effets de notre pratique. Le rapport à l'objet qui subsistera pour chacun, justement, est spécifique. Il ne peut pas être idéalisé. Plus fondamentalement, il faut sans doute parler ici d'une division, et d'une division qui se maintient à la fin de l'analyse. Cette division, Lacan en parla de diverses façons, mais elle est fondamentalement division du sujet dans son rapport à l'objet. Parce qu'il est lesté de l'objet, le sujet ne peut idéaliser une cure qu'il concevrait comme levée radicale des aliénations. Mais il ne pourrait pas davantage, bien sûr, idéaliser une fin qui serait assomption radicale de son être pulsionnel. Là où c'était, là où mon désir était pris dans le désir de l'autre, je peux au moins percevoir un peu mieux ce que cela faisait de moi et éventuellement, en tant que sujet, m'en détacher un peu. Voilà ce que je vais vous proposer. Miren ustedes cómo en todas estas intervenciones tenemos lo que hemos estado hablando sobre esta posibilidad de reflexionar en este tema del final de análisis de manera muy distinta que lo que hemos venido haciendo desde hace varios años. Y eso es de alguna manera el objetivo que tenemos en estas jornadas, poder pensar el final de análisis desde un sitio distinto y poder reflexionar alrededor de todos estos temas como lo han hecho los compañeros de esta mesa y también de la anterior. Je veux dire que c'est très important pouvoir regarder comment on peut réfléchir sur ce thème de la fin de l'analyse d'une façon différente qu'on avait pensé depuis longtemps, il y a 20 ans, 10 ans, et que ces journées-là sont pour ça, sont pour pouvoir voir comment on bouge dans les pensées de ce thème de la fin de l'analyse et que je trouve vraiment importante et fascinante, c'est le but et l'objectif de nos journées. Merci beaucoup à Roland Chemama. Je vais passer la parole à Patrick Landman qui va parler de la fin de l'analyse est-elle un fantasme de la logique. Voy a pasar la palabra a Patrick Landman, que va a hablarnos sobre ¿es el final de análisis un fantasma de la lógica? Merci, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors la dimension thérapeutique et la dimension logique de la fin d'analyse. Commençons par poser les questions en partant des limites que Freud lui-même a assignées au processus analytique, à savoir le roc de la castration. Qu'y a-t-il au-delà du roc de la castration? Peut-on, au cours d'une analyse, dépasser ce fameux roc de la castration? À ces deux questions, Lacan, me semble-t-il, a répondu par cette formule, la castration ou pire. Mais cette réponse ne doit pas nous décourager de soulever les questions, d'autant plus que rien ne prouve que Lacan ait voulu en quoi que ce soit les clôturer. Le roc de la castration est considéré par Freud comme le point limite, indépassable de l'analyse,
Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, comme disait Roland Gary. Mais s'agit-il de l'analyse tout court ou de l'analyse dite thérapeutique? En 1937, quand Freud produit son texte Testament sur l'analyse sans fin et l'analyse avec fin, il répond à Ferenczi, qui 10 ans plus tôt avait dans un article Défi produit une thèse sur la fin d'analyse. Il écrit, Ferenczi, dans le problème de la fin d'analyse, je vous ai soumis aujourd'hui toutes ces observations à l'appui de ma conviction que l'analyse n'est pas un processus sans fin, mais qu'elle peut être conduite à un terme naturel si l'analyse possède les connaissances et la patience suffisantes. Autrement dit, le tenant de la technique active croit en la fin d'analyse qui exige la disparition des symptômes, une modification du caractère, une nouvelle personnalité. Les obstacles à la fin de l'analyse sont la fixation libidinale, le facteur quantitatif de la force pulsionnelle, le fantasme et l'analyste lui-même par l'interposition de son inconscient, d'où la condition très requise qu'il ait terminé sa propre analyse. La résistance, c'est le transfert même. N'oublions pas que Ferenczi reprochait à Freud de l'avoir empêché d'analyser son transfert négatif. Pour Freud, il existe des résidus inanalysés, inanalysables. Il compare la technique de Ferenczi à l'hypnose. Quelle que soit la position théorique qu'on adopte quant à ces questions, la terminaison d'une analyse est pour moi une affaire de pratique, dit Freud. Il le dit dans Analyse sans fin et Analyse avec fin. Freud fait donc preuve de pragmatisme, tout en donnant des indications théoriques, comme le fameux roc de la castration, supposé indépassable. Parmi les indications, il est fait état par Freud de conditions à remplir pour parler de fin d'analyse. La fin devient finalité. Premièrement, que le patient ne souffre plus de symptômes, qu'il ait surmonté ses angoisses et ses inhibitions. C'est une reprise de l'article de 1926 de Ferenczi. Deuxièmement, que l'analyste juge que chez le patient, tant de refoulés étaient rendus conscients, tant d'incompréhensibles élucidés, tant de résistance intérieure vaincue, que l'on n'ait pas à craindre la répétition du processus pathologique en question. Et si par des difficultés extérieures, on en a été empêché d'atteindre ce but, il est préférable de parler d'une analyse incomplète plutôt que d'une analyse inachevée. La manière pragmatique de Freud le conduit à proposer le recours à des tranches successives. La guérison est conçue comme actuelle, les manifestations symptomatiques résiduelles exigeant à l'occasion ces nouvelles tranches, par exemple l'homme au loup. Sur le fait de savoir ce qu'on est en droit d'exiger de l'analyste concernant sa propre analyse, il semble que Freud, Ferenczi et Lacan divergent profondément. En effet, pour Ferenczi, l'analyse personnelle doit être longue et achevée, l'analyse didactique pouvant être de courte durée. Pour Freud, nous l'avons dit, l'analyse terminée est une tâche impossible. Il préconise une analyse didactique de plus longue durée que Ferenczi. Pour Lacan, l'analyse n'a pas à être poussée trop loin. Quand l'analysant pense qu'il est heureux du résultat, ou heureux tout court, cela suffit. C'est ce que Lacan dit en substance au public américain. Ce peu est troublant comparé au montage logique de la fin d'analyse qu'il a produit. En 1967, il qualifiera le passage à l'analyse de véritable éventuelle fin d'analyse, après avoir précisé qu'il n'existe pas de différence de principe entre l'analyse didactique et l'analyse thérapeutique. Reprenons en termes lacaniens l'idée freudienne du but de l'analyse, mettre fin aux symptômes, aux inhibitions, aux angoisses. En fait, le symptôme, l'inhibition et l'angoisse peuvent s'inscrire dans un nœud borroméen. L'angoisse sur la zone d'invasion du réel sur l'imaginaire, le symptôme comme avancée du symbolique sur le réel, l'inhibition et le débordement de l'imaginaire sur le symbolique. Et dans les intervalles, ce qui est le plus important, on peut inscrire la jouissance de l'autre, la jouissance phallique et surtout l'objet petit a et le sens. Avec cette écriture nodale, il apparaît que traiter l'angoisse, c'est traiter le rapport du sujet à la jouissance de l'autre. Traiter l'inhibition, c'est traiter de la question du sens pour le sujet. Enfin, traiter le symptôme revient à traiter le rapport du sujet à la jouissance phallique. Pour traiter les trois, il faut prendre pour axe l'objet petit a, qui est au centre, contrairement à la psychothérapie, où le centre est occupé par la jouissance phallique.
La deuxième proposition de Freud sur la fin de l'analyse est de mettre en lumière le plus de refoulement possible. Il s'agit donc de la question du savoir, wo es war, soll ich werden. Alors, pour définir correctement la fin de l'analyse, convient-il de se demander ce qu'est l'analyse? La cure analytique est-elle assimilable à un processus logique ou bien un processus thérapeutique? La réponse serait qu'elle tient des deux, mais qu'ils entrent parfois en contradiction. La guérison thérapeutique des symptômes est selon Freud parfois une résistance. De même, des logiques de savoir peuvent fonctionner comme des résistances. On peut aussi définir l'analyse comme une expérience particulière, une expérience de vérité qui produit du savoir. Le mot d'expérience chez Lacan provient probablement de Hegel et d'Heidegger. L'expérience de l'analyse n'est pas une expérience dialectique de la conscience, avec des dépassements successifs menant au savoir absolu et à la vérité. Les différentes figures de la conscience de vérité ne sont en fait que des figures identificatoires, narcissiques, qui chutent les unes après les autres. Le sujet de l'inconscient se figurant dans son rapport à la vérité et au savoir dans le fameux « il ne savait pas qu'il était mort ». Donc le sujet freudien subsiste à la condition expresse de ne pas savoir la vérité. Là où c'était la vérité, je doit advenir dans une disparition. On pourrait dire paradoxalement, ce n'est pas le ça qui devient le je, c'est en fait le je qui devient le ça. Classiquement, en théorie, le processus consisterait en une subjectivation, le ça devient je. Mais que s'agit-il de subjectiver et de savoir? Faut-il aller jusqu'au savoir absolu de Hegel, résorber le particulier, le singulier du symptôme dans l'universel de la condition humaine, ou bien de subjectiver la mort, de subjectiver l'être pour la mort? Et si les choses s'inversent, c'est le je qui devient ça, on se dirige vers la mort du sujet, la destitution subjective, l'extinction du sujet, l'affect venant peut-être en suppléance au savoir défaillant. Mais quittons un instant la perspective du savoir, de la vérité et du sujet, pour nous intéresser à une autre voie, pour cerner la fin de l'analyse, la voie de la jouissance. Voilà un sujet qui s'adresse à l'analyste au nom d'un symptôme, qui est son traitement du réel par le symbolique. Et derrière l'enveloppe formelle du symptôme, il y a un aménagement particulier, qui lui est particulier de la jouissance. Alors, comment traiter un certain aménagement de la jouissance par un inconscient structuré comme un langage? En énonçant la règle fondamentale, on dit au patient que le savoir est contenu dans ses associations libres. Au savoir supposé de l'analyste correspond le savoir contenu dans les associations libres. Mais cette quête de savoir, cette quête de vérité ne produisent qu'une conversion de jouissance. De la jouissance méconnue du symptôme, on passe à la jouissance du sexe, du savoir, à l'occasion alimentée par l'intersubjectivité. Cette conversion de jouissance s'accompagne d'une croyance dans la cure, l'attente croyante du transfert, croyance en la vérité du symptôme, croyance en l'inconscient, ou plutôt que l'inconscient va délivrer la vérité par la médiation de la parole. Cette croyance se transforme en conviction chez l'analyste, selon Freud. Au fur et à mesure que la cure progresse, que se déroule l'expérience, on voit surgir le hors-sens du symptôme, sa dimension de réel, ainsi que le vide du sujet, le noyau de jouissance enfermé provoquant le désêtre. Plusieurs issues de fin d'analyse ont été décrites. Je vais en reprendre quelques-unes. L'identification à l'analyste, comme modalité de fin d'analyse. Comme l'identification est la marque de l'autre, avec un grand A, le stigmate de l'autre sur le sujet, quand elle porte sur l'analyste, elle devient une solution confortable, car elle remplit de consistance le vide du sujet, elle redore le blason de l'autre, elle fixe la jouissance, le savoir, le transfert se déplace du côté de la doctrine, de la théorie, par le passage à l'analyste. Cette identification comporte une détermination de l'être comme être analyste, remplaçant les identifications mauvaises et défaillantes qui ont été mises à mal par la cure par une identification stable. Cela semble marcher, et pas seulement chez ceux qui en font la théorie. Ainsi se rétablit la consistance de l'autre. L'autre issue de fin d'analyse dont je veux parler, c'est le dépassement par la féminité. Le roc de la castration serait synonyme de refus de la féminité. Non seulement pour les femmes, bien sûr, mais aussi pour les hommes, comme refus de la position passive à l'égard du père. Ces dimensions de la féminité
comme au-delà du roc de la castration, a été repéré par Lacan comme un point de butée des analyses de Freud, en particulier Dora et Lomolo. Le dépassement du roc consiste dans la mise en cause de la loi du père avec un rapport apaisé à la féminité et pour l'homme qui fait de sa femme son symptôme, selon les dires de Lacan, un changement qui pourrait se formuler ainsi si on est très optimiste, passer du « sois belle et tais-toi pour me laisser jouir de mon inconscient » à « sois féminine et parle-moi ». La dernière voie de fin d'analyse que j'évoquerai, c'est l'identification aux symptômes selon la formule de Lacan. Tout part de 1975 et du séminaire RSI, quand Lacan affirme que le symptôme est jouissance de la lettre. Alors la lettre n'est plus un simple reste, une sorte de mémorial de la jouissance passée, dépassée, un littoral entre le symbolique et le réel. La lettre est un objet dont la jouissance est à déchiffrer. C'est le fameux jouissance, avec le symptôme comme fixation, fixité de cette jouissance. Il n'y a pas d'un côté un langage mortifiant et une jouissance vivante, il y a aussi une jouissance mortifiante et un langage vivant. L'identification de symptômes n'a rien à voir avec une éthique stoïcienne, supporter l'insupportable, mais serait en rapport avec cette question. Comment élever la lettre à la dignité du signifiant, pour paraphraser le fameux adage de Lacan sur la dignité de la chose. Le symptôme d'entrée dans l'analyse est emprisonné par la lettre, mais avec le transfert, le croire en la parole, le sujet va opérer une répétition achevée, à la différence des répétitions vaines. Il lui faut aller jusqu'à une répétition qui limite le plus de jouir, presque sans plus de jouir. Voilà la fiction de fin d'analyse par identification au symptôme. S'identifier à son symptôme, c'est s'identifier au symptôme de fin de cure, à ce qu'il est devenu en fin de cure, vidé de sa jouissance grâce à la répétition achevée. Ce nouveau symptôme remplace le fantasme, qui n'était qu'un semblant d'être, remplacement par un être que cela, vos esvar solis werden. Alors peut-être, toute reprise de cure est-elle impossible. C'est la satisfaction de fin d'analyse. Enfin, le symptôme devient symptôme, à chacun son symptôme. Le sujet en fin de cure n'est ni psychotique, ni névrosé. Le sujet s'appuie sur son symptôme, transformé en symptôme, et non sur la métaphore paternelle. Cette théorie de la fin d'analyse remet sérieusement en question la différence entre les psychoses et les névroses. Ainsi se rejoignent les dimensions logiques et thérapeutiques. À la fin de l'analyse, on est logiquement mi-guéri, et c'est le mieux que l'on peut attendre de la cure. Merci. Muchas gracias. Vamos a pasar al momento de comentarios o preguntas. On va passer pour les commentaires ou des questions que vous avez, s'il vous plaît. Gorana. Bon, merci, c'était une belle table ronde, beaucoup de choses intéressantes. Je voulais poser une question à Roland Chemama par rapport au déterminisme et au refoulement du déterminisme. J'ai eu l'impression comme si la pression sur le sujet ou l'aliénation ou appel au grand autre venait de l'extérieur. Dans ce que tu disais. Donc, je voudrais te poser la question de la phase de la pulsion de mort. Est-ce qu'elle est comme ça d'un côté et puis la vie de l'autre, ou tu pourrais considérer qu'une fois refoulé le déterminisme, il reviendrait plus que de l'extérieur, même s'il vient toujours un peu faire pression, mais qu'il y a une responsabilité du sujet et qu'ils sont présents dans ce qui a été refoulé, qu'ils agissent de l'intérieur et qu'il y a quelque chose de cette pulsion de mort qui viendrait comme ça d'une face sombre de nous-mêmes. Enfin, j'essaie un peu moi aussi de comprendre merci pour ta question. Le travail aussi de Gérard Pommier, dont l'envergure est tout à fait importante pour qu'on puisse, nous les analystes aussi, passer au XXIe siècle de ça, à ne pas rester il y a 50 ans. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que dans les textes de Gérard auxquels j'ai fait allusion, la question de la pulsion de mort était
très présente. Hein, il discutait d'une conception lacanienne de la fin de l'analyse comme traversée du fantasme et comme identification à l'objet. Je n'ai pas ce souvenir-là. Ce qui fait que moi-même, c'est vrai, j'ai laissé un peu de côté cette question, ça serait sûrement à reprendre. Je ne suis pas sûr que ce que je dis implique nécessairement une frontière très nette entre ce qui vient de l'extérieur et ce qui vient de l'intérieur. Hein. C'est-à-dire que, oui, la prise du sujet dans le discours de l'autre et, conséquemment aussi, sa place comme objet dans le désir de l'autre est quelque chose, il faut dire que c'est extérieur, qui a rapport avec ce à quoi il se rapporte, mais aussi qui s'inscrit tellement en lui que c'est intérieur. Et qu'est-ce qu'on appellera pulsion de mort, là on appellera pulsion de mort justement peut-être cette prise en tant qu'elle ne serait pas susceptible du même type de remaniement, par exemple, que si nous prenons la pulsion à partir de la libido, par exemple. Si on veut maintenir, hein, ce qui chez Lacan d'ailleurs n'est pas forcément ce qui est accentué non plus, hein, mais si on veut maintenir, disons, une dimension pulsion originale, pulsion de mort, je crois qu'il faudra prendre, au fond, appeler pulsion de mort cette prise elle-même en tant qu'elle est peu dialectisable. Hein. Mais tu vois, je n'ai pas du tout réfléchi à ça, et surtout pas par rapport à mon sujet d'aujourd'hui, hein, comme si c'était deux questions séparées. Je te remercie de ta question. Hein, je pense qu'il faudra, dans une étape ultérieure, là, retravailler. Alors, Gérard? Oui, il y aurait tellement de choses à dire sur toutes les interventions. Je vais seulement dire un mot, moi, maintenant, sur l'intervention de Dany Nobus, avec laquelle je suis assez d'accord, bien qu'il y ait une étape de sa progression que je ne comprends pas bien, c'est celle du signifiant de l'autre bas. Ouais. Il y a un problème vraiment, on le contourne sans arrêt. Et qu'est-ce que ce serait qu'un signifiant de l'autre barré? Qu'est-ce que ce serait que le signifiant? Qu'est-ce que ce serait que le signifiant de l'autre barré? Ouais. C'est-à-dire le non représentable représenté par un signifiant. Qu'est-ce que ce serait? Un trait. Lacan utilise. C'est un trait. C'est un trait. Ça n'en est pas moins problématique. Comment est-ce qu'on peut définir ça? Est-ce que représenter le non représentable, ça ressemble assez à un objectif psychotique? Mais c'est le même paradoxe qu'avec le refoulement originaire. Ouais, ouais. Ah oui, ouais. C'est la pulsion de mort, même carrément. Autant le dire comme ça. Donc il n'y a pas de signifiant de l'autre barré. Hein, je veux dire, c'est une formulation dans le graphe qui aspire l'ensemble du graphe. On ne sait pas vers quoi, au fond. Mais qui l'aspire en tout cas. Il aspire, en effet, dans le sens de la pulsion de mort, ou d'un désir de mort, ou de quelque chose contre lequel lutte sans arrêt le sujet, et c'est ça qui le propulse en avant. La pulsion de mort elle-même qui le propulse en avant. D'où un désir de rien, un désir de néant. Des formulations qui apparaissent aussi jusque dans la question préliminaire, l'identification au néant, le désêtre même, tout ça c'est des formulations qui viennent carrément en opposition avec toute la fin de ton développement, avec lequel je souscris pleinement, c'est-à-dire la fin de l'analyse, non pas comme des êtres et comme cette sorte de surmontement de la pulsion de mort, mais ce que tu décris avec les troubadours. Ouais. Moi, je le décris dans la récente formulation que j'ai trouvée pour ces journées, fin de l'analyse comme nouvelle adolescence. C'est-à-dire plutôt dans le sens de, en effet, tout à fait le contraire de ce désêtre, de cet anéantissement de la fin de l'analyse, qui est, au fond, la victoire du signifiant de l'autre barré. C'est-à-dire, à quoi ça nous sert ce signifiant de l'autre barré?
Question. Oh, c'est une question pour moi aussi, hein, et je vous remercie parce que ça me donne à réfléchir. Oui, Voilà, c'est pour ça que nous sommes ici, hein, pour penser et pour réfléchir. Et comme j'ai essayé de dire, je crois que pour Lacan lui-même, c'est très difficile de rendre compte de ce signifiant de l'autre barrière. À un certain moment, il dit c'est le grand secret de la psychanalyse. C'est le grand secret de la psychanalyse. Je vous remercie. Je peux ajouter mon mot assez. Enfin, Gérard, quand Lacan parle de S de grand tabaret, parce que moi, au fond, à la limite, je préfère le dire avec les lettres, etc. Parce que, quand il parle de ça, c'est pour désigner le point où il inscrit qu'il n'y a pas de garant de la vérité. Hein, c'est de ça. Alors, est-ce qu'un point, effectivement, qu'on ne peut pas percevoir, qu'on ne peut pas désigner, qu'on ne peut pas concevoir au-delà de la simple indication qu'il y a ça, est-ce qu'on ne peut pas le nommer pour autant? Il me semble que dans les mathématiques, on nomme sans arrêt des objets qu'on ne peut pas par ailleurs réaliser. C'est très bien de nommer, pourquoi ne pas le faire? C'est quoi cet objet qui est au fond le cœur du désir de l'autre? C'est le phallus. Le phallus, il se nomme pas. C'est un entre-deux, le phallus. Alors effectivement, Lacan tient à distinguer les deux. Mais, mais Lacan tient à distinguer les deux. Je ne sais pas bien pourquoi. Chez Lacan, il y a des tas de... C'est pas le seul, hein. La femme n'existe pas. Donc en principe, on pourrait même ne pas en parler du tout. Hein. Ça relève du même problème. Voilà. Hein. Et voilà. Oui, mais écoute... Bon... Écoute, ça nous fait travailler. Non, ça nous fait travailler. Moi, je veux dire que j'ai beaucoup de mal, j'aurais beaucoup de mal à travailler dans la théorie et dans la pratique analytique sans S de grand tabaret. Sans S de grand tabaret. Par exemple, c'est S de grand tabaret qui me permet de concevoir qu'il y a une éthique de la psychanalyse et pas une morale. C'est-à-dire que S de grand tabaret, ça veut dire qu'il n'y a pas justement de... Qu'est-ce que c'est le monde dans l'autre, enfin, si c'est pas le phallus? C'est quoi? Oui, mais le phallus, c'est aussi un nom à ce moment-là. Écoute, c'est un autre, c'est une autrification de la mère, enfin. Il faut appeler les choses par leur nom à la fin. Non. Mais si. Je me sens un peu responsable pour... Non, mais c'est bon. C'est une hypostasie. Voilà, et on va pas dialoguer tous les deux seuls, il y a d'autres... Non, mais moi, je soutiens tout à fait, Roland. Le S de grand tabaret, il est central pour une raison simple, c'est que la psychanalyse elle-même n'est pas une vérité, elle n'est pas la vérité. Ouais. Comment travailler si on croit qu'on l'a? C'est extrêmement important, ce point-là, il ne faut surtout pas le lâcher. Quand vous le exposez complètement, les troubadours le savaient déjà. Bah oui. Enfin, absolument. Et si on remonte, puisque tout à l'heure, Griselda parlait des dieux anciens, et Socrate, il le dit. C'est Socrate, il dit, les habiles, c'est-à-dire ceux qui savent faire de la rhétorique, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que ce qui est dit par la pitié, c'est-à-dire la parole du Dieu qui apporte le savoir, ils ne vont pas y croire parce qu'ils veulent dominer. Mais ceux qui ne sont pas des habiles et qui vont croire, ils vont avoir un savoir, et prenez le terme dans son sens véritable, le savoir inconscient. Non, c'est tout à fait central. Non, mais la question, c'est qu'à ce moment-là, il faudrait... Un autre qui forclôt le nom du Père, carrément. Gérard, la question, c'est qu'il faudrait, si on prend les choses comme tu le fais, retravailler sur le phallus, parce que le problème, si on dit finalement on n'a pas besoin de S de grand tabaret, puisque après tout c'est le phallus qui est là, on laisse de côté le fait que le phallus, c'est bien sûr, jusqu'à un certain point, le signifiant de la prise du signifiant sur le sujet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens, mais c'est aussi ce qui donne sens, c'est aussi ce qui fait le 1, vers lequel, qui nous rassemble tous, d'une certaine manière. Et le sens phallique, c'est vraiment très loin de S de grand tabaret. C'est-à-dire que, justement, la psychanalyse n'est pas une façon de diriger le projecteur de ce qui éclaire nos existences sur cet objet, fût-il le phallus symbolique, c'est-à-dire fût-il très différent de tout objet concret, bien sûr. Enfin, je ne sais pas.
Néstor estaba antes. Estaba antes Silvia, creo. Bueno, Silvia. No, está bien. Gerard, quería preguntarte si... Fuerte, Silvia. Sí, fuerte. quería preguntarte si pensás, hablaste de la identificación en relación al fin de análisis y si pensaste en relación a la satisfacción, porque hasta la proposición o lo habrá dicho, Lacan piensa en términos de duelo. Y te quería preguntar acerca de el fin de análisis en relación a la satisfacción. Creo que hay un cambio en relación a de qué satisfacción se trata. ¿Algo de las Luisas quiere decir? Sí, en el sentido de a partir de Ancor y plantear otra satisfacción, plantea no la satisfacción del gay saber, por ejemplo, sino en una satisfacción no cualificable, pero que al fin de análisis de alguna manera habría un cambio. Sur la question de la satisfaction à la fin de l'analyse, j'ai l'impression de ne rien avoir apporté de nouveau, en ce sens que, pour moi, comme pour beaucoup ici, la satisfaction à la fin de l'analyse, ça serait mieux que ça ne reste pas cette espèce de comment dirais-je, de prise dans un fantasme qui n'a cessé de nous tourmenter, au fond, hein, pendant notre vie. Hein. En ce sens, il y a sans doute une satisfaction, ne serait-ce que, plusieurs l'ont dit, il a un peu d'air, hein, un peu d'air, et le gai savoir, pourquoi pas. Hein. Bien sûr, évidemment, ça n'a rien à voir avec la présentation catastrophe de la fin de l'analyse dans la question. Mais je ne crois pas, Gérard, justement. Je crois qu'il ne dit pas on reste figé là-dessus. Il dit il faut voir ça. Le désêtre et tout ça. Mais le désêtre, d'abord c'est l'analyste qui est dans le désêtre. C'est l'analyste, hein, le désêtre. Et même la destitution subjective. Mais la destitution subjective, tu trouves ça gay? Hein, il y a un moment de destitution subjective. Non, c'est pas gay du tout. Non, je crois pas. Non, mais après la destitution. Au-delà de la destitution. Non, je crois pas. C'est pas gay. C'est une nouvelle adolescence. Une adolescence renouvelée. Ça n'a rien à voir avec cette espèce de désespoir là. Non, mais personne n'est désespéré, hein, remarque. Jamais je serais parti en analysant dans l'état écrit dans l'état mélancolique. Ouais, non, enfin, c'est pas sérieux. Enfin, l'adolescence renouvelée. Ouais. Allez, d'abord là-bas. Néstor, faltaba On n'a pas entendu Monique. Une ouverture à la joie. Ah oui. A ver, el turno para Néstor. A ver, Néstor. Con relación al significante del otro tachado, del que ha hecho su eje Dani en la exposición, y que creo que tenemos que agradecer precisamente por el intercambio al que ha dado lugar. Entiendo yo que el significante del otro tachado es un significante de la incompletud de lo simbólico, es un significante de lo que escapa al falo, de aquello que está más allá del falo y que en esa medida nos confronta con lo real, y me pareció muy positiva heurísticamente la afirmación de que más que del final del análisis se trata de un análisis del final, que no es solamente una cuestión retórica, sino saber cómo terminar el análisis en ese tropezar sobre la falta en el otro como el punto a partir del cual uno puede vivir de otra manera, de una manera
como lo plantea Dani, más divertida, más, yo no diría la adolescencia, aunque como dada la edad que tengo, envidio a los adolescentes. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer, alors je vous remercie pour... Y como Dani ha comentado que también habla en español, le vamos a pedir que nos haga un comentario en español. En el humor. Ya lo ha dicho. On peut passer En el humor, la beta lúdica del Super Show. On peut traduire un petit peu ce qu'a dit Nestor. Non, mais je crois que Nestor a très bien... Non, je vous remercie. Je crois que votre question, qui n'est pas une question en fait, c'est un commentaire. Non. Tu ne peux pas te tromper. Non, vous nous avez donné une explication qui est plus mieux que mon exposé à moi-même. Je suis d'accord avec vous. Je ne crois pas, comme Gérard, que le signifiant de l'autre barré n'a pas d'importance. C'est très difficile d'expliquer ce que ça veut dire, mais c'est le point de tout ça. Et bon, je suis d'accord avec Roland que c'est un point où la vérité échappe, où le symbolique ne peut pas représenter la vérité. Mais peut-être vous ne croyez pas que le symbolique peut être déphalicisé, hein, parce que l'autre chose que j'ai essayé d'introduire, c'est la déphalisation du symbolique. Le symbolique, il est construit autour de quoi? Oui. Il est construit autour de la nomination, mais aussi autour d'un trou. La nomination de ce qui manque, en effet. Bah oui. Mais c'est quoi qui manque? C'est le phallus. Enfin... Ben oui, mais le phallus est aussi un signifiant. Le phallus est aussi un signifiant. Le phallus symbolique, c'est un signifiant. C'est une représentation. C'est un symbole vide, mais c'est un symbole quand même. C'est un bon photo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos aquí a la siguiente mesa, por favor, a tiempo. Merci beaucoup. On commence a 7 de la noche.